vous écoute, Amélie de Montchalin, mais je crois que ce qui ne doit pas devenir la norme, ce n'est pas les faits, mais la cause. Voilà. Ce qui ne doit pas devenir la norme dans ce pays, c'est le fait qu'on ait un gouvernement minoritaire qui essaye d'imposer des politiques minoritaires. Et il me semble que la loi spéciale découle de cette situation anormale pour une démocratie. La seconde chose, c'est que, je l'ai souvent dit, vous avez de manière assez remarquable un ton et un fond dans le discours qui laisse penser que une évidence qui ne l'est pas est présentée de manière comme la seule réalité possible. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour ma part, je considère que la loi spéciale est bien un budget. C'est un budget de secours, certes, mais c'est un budget. Et le service minimum dont vous parlez, il a cette particularité que c'est un service minimum décidé de manière très subjective et qui a pour seul intérêt en réalité, et c'est ce que vous prononcez à nouveau, qui avait déjà été fait l'an dernier, de nous dire à quel point on doit accélérer pour finalement accepter n'importe quel budget qui serait meilleur que forcément la loi spéciale et le plus rapidement possible. Donc je pense que ce discours-là, moi je ne l'entends pas de la même manière, je sais que vous allez le renouveler, mais je vais essayer de montrer pourquoi. Et pour reprendre peut-être l'expression du ministre Lescure, c'est une roue de secours, je suis d'accord, mais une roue de secours, si elle est bien gonflée, elle permet, tant qu'elle a à faire de la route, de rouler à une vitesse normale et non pas forcément à une vitesse, à un service minimum. Si, oui, la galette, mais on peut peut-être penser que la galette n'est pas forcément optimum d'un point de vue de sécurité. Bien, au début de l'année 2025, vous aviez poursuivi la stratégie du gouvernement Barnier, déjà, pour éviter à tout prix une nouvelle censure, et vous aviez déjà dramatisé les conséquences d'une absence de budget. Vous aviez ainsi invoqué, par exemple, un coût de la censure qui s'élevait à 12 milliards d'euros. J'observe que ce coût, il n'a jamais été prouvé. D'une part, la première moitié de ces 12 milliards correspondait à des mesures d'économie proposées par Michel Barnier, heureusement non mises en œuvre, comme la sous-indexation des retraites pour 3,6 milliards, ou encore l'augmentation du nombre de jours de carence pour les fonctionnaires. Le gouvernement incluait également dans ce coût des mesures en recettes dont l'absence de mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025 aurait induit une impossibilité à encaisser des recettes nouvelles. Or, la LFI pour 2025 a montré que cet argument était faux puisque de nouvelles impositions ont pu être créées même après le 1er janvier. Le mécanisme d'acompte a ainsi permis de déjouer le principe de non-rétroactivité. Par ailleurs, il est tout à fait possible d'augmenter les recettes sans loi de finances. Une loi ordinaire suffit. D'autre part, les 6 milliards complémentaires étaient justifiés par la perte de croissance de 0,2 points de PIB liée à la chute de M. Barnier. Or, cette baisse s'expliquait surtout par l'environnement international et par les mauvais résultats de la politique économique des gouvernements précédents qui ont pu stimuler l'activité. L'INSEE a d'ailleurs conclu la semaine dernière qu'une loi spéciale, je cite, aurait peu d'impact sur la conjoncture économique à court terme. Voilà, je suis revenu sur ces 12 milliards parce que c'est à peu près la réponse qu'on nous fait toujours par rapport au coût supposé de la loi spéciale l'an dernier. Et on voit qu'on est bien loin d'un coût qui pourrait être imputé à la seule loi spéciale. Je voudrais donc vous interroger sur le prétendu coût de cette loi spéciale. À combien l'estimez-vous pour 2026 ? S'il résulte de l'absence d'économie, je le considère souhaitable. Une loi spéciale est plus favorable aux ministères et aux collectivités locales. Elle aurait également été plus favorable à la sécurité sociale en l'absence d'adoption. Je rappelle effectivement que la progression de l'ONDAM a été contenue à 3,1% dans le PLFSS, soit finalement un niveau inférieur à sa progression à l'absence de PLFSS, comme le montre une note venue du ministère de l'économie début octobre qui indique que l'accroissement naturel de l'ONDAM sans PLFSS aurait été de 3,5% pour l'année prochaine. Je crains toutefois que vous profitiez du régime des services votés pour imposer des baisses de dépenses. Pour l'application de la loi spéciale, vous avez fait un choix contestable en début d'année en mettant en œuvre un blocage des crédits. La circulaire Barnier du 12 décembre 2024 prévoyait effectivement une dérégulation budgétaire renforcée. Je rappelle pour rappel que vous avez raison, Madame le ministre, de dire qu'il n'y a que 3 articles dans la loi, mais il y a aussi, vous le savez, les décrets qui vont fixer les dépenses, qui donnent, j'allais dire, toute la matière à cette loi. Vous auriez pu mettre fin à cette régulation budgétaire renforcée. L'article 45 de la LOLF ne prévoit effectivement pas une gestion austéritaire. Pour être exact, je vais citer l'article. Les services votés représentent le minimum de crédit
que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Il ne dit pas plus, mais il ne dit pas moins que ça. Il n'est donc pas question dans la LOLF de limiter les dépenses, seulement de maintenir le niveau de satisfaction des besoins à celui de 2025. Et on conviendra les uns et les autres que le terme « juge indispensable » peut être très subjectif et peut justement servir éventuellement à des desseins de dramatisation. Dans ce cas, ouvrir des crédits pour rémunérer les agents, voire recruter pour en remplacer ou maintenir MaPrimeRénov' est tout à fait possible dès lors que les crédits avaient été engagés en 2025. Il est nécessaire de répondre aux besoins et la loi spéciale ne l'interdit pas, au contraire, c'est son rôle. Vous vous prévalez également de la loi spéciale pour ne pas indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui devrait faire rentrer 200 000 contribuables dans l'impôt. Je pense qu'il est pourtant tout à fait possible de le faire et qu'il serait intéressant d'avoir l'avis du Conseil constitutionnel une bonne fois pour toutes sur cette question. En effet, l'objet de la loi spéciale est de permettre le maintien d'un cadre fiscal inchangé jusqu'à l'adoption d'un projet de loi de finances en 2026. Or, neutraliser l'inflation, c'est bien conserver le cadre fiscal inchangé si on parle là du périmètre des contribuables concernés. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais déposer des amendements pour indexer le barème, mais aussi pour prolonger la contribution exceptionnelle sur les entreprises et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont je rappelle qu'elle avait été votée l'an dernier. Je comprends que le choix de réduire au maximum les dépenses est un moyen utile pour inciter les parlementaires à voter au plus vite un budget, mais je trouve que c'est une façon, quelque part, de faire un chantage pour accélérer les débats et finalement nous inciter à prendre un texte, même si nous ne l'estimons pas optimum, qui a des conséquences regrettables pour la population. Je termine donc sur mes questions. Pouvez-vous donc nous garantir que la loi spéciale ne permettra pas finalement de faire des économies que vous n'avez pas pu faire accepter à cette Assemblée? La note de vos services indiquait qu'effectivement, je parle toujours de la note de début octobre, qu'une loi spéciale pourrait permettre au moins 5 milliards d'économies supplémentaires par rapport au texte initial. Afin de parer à l'hypothèse où la loi de finances ne pourrait pas être promulguée dans un délai aussi rapide en début d'année, ne faudrait-il pas privilégier une lecture moins restrictive pour l'ouverture par décret des crédits budgétaires? Dans le cas contraire, comment le justifiez-vous? Deuxième question, par ailleurs, vous vous êtes refusé à reporter des crédits en l'absence de loi de finances, mais il s'agissait d'une lecture très sévère de l'article 15 de la LOLF que vous avez retenu pour répondre à une question qui ne s'était jamais posée auparavant. Je voudrais donc connaître le montant des crédits qui pourraient être reportés l'année prochaine. En l'absence de loi de finances, ceci ne pourrait-il pas finalement financer, au moins en partie, les 6 milliards de dépenses supplémentaires que vous proposiez pour la défense en 2026? Et enfin, dernière question, comme je vous l'ai indiqué, nul besoin d'une loi de finances pour prévoir de nouvelles recettes ou reconduire des crédits d'impôt. Comme l'adoption de la loi de finances initiale pour 2026 n'interviendra pas avant plusieurs mois, un certain nombre de dispositions fiscales ne pourront pas entrer en vigueur alors qu'elles revêtent un caractère urgent. C'est notamment le cas de la prorogation de plusieurs réductions d'impôts et crédits d'impôt venant à expiration le 31 décembre, notamment le crédit d'impôt bio. Je ne suis sûrement pas le seul à penser que ces dispositions devraient bénéficier aux contribuables le plus rapidement possible. Il me semble donc souhaitable qu'un projet de loi qui comporterait de telles mesures soit rapidement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous l'avions proposé avec Charles de Courson l'an dernier sans réponse de Matignon, alors même que tout cela était tout à fait possible et cohérent en vue d'une adoption dans le plus bref délai. Seriez-vous disposé à déposer un tel texte? Voilà mes réflexions et mes 3 questions sur quelque chose qui est certes temporaire, mais qui pourrait fonctionner de manière normale si on ne voulait pas s'en servir pour un chantage. Merci.